Madame, Monsieur, bonsoir. Le conflit en Ukraine, un conflit entre l'Occident et la Russie sans plus aucun doute. Quel scénario et quels enjeux liés à ce dossier? Nous tenterons d'y répondre durant 40 minutes dans cette nouvelle édition spéciale sur Al24 News avec nos invités qui sont en direct avec nous depuis Skype. Monsieur Bassam Tahan, analyste professeur sciences politiques dans les grandes écoles. Bonsoir monsieur, vous êtes en direct avec nous depuis Paris. Bonsoir madame. Et avec nous également monsieur Riyad Sidawi, analyste politique. Vous êtes en direct avec nous depuis Genève. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Donc messieurs, vous allez m'accompagner durant 40 minutes pour discuter justement déjà dans un premier temps de ce 13e jour du conflit en Ukraine. L'étau se resserre sur les villes ukrainiennes, les forces russes progressent mais lentement semble-t-il. Kiev, la capitale, est encerclée mais l'assaut russe pour s'en emparer n'a pas encore été donné. Justement, que signifierait la chute de Kiev militairement, monsieur Tahan? Alors, vous savez, je ne pense pas que la chute de Kiev va se terminer par un bombardement de la ville. Je ne le pense pas parce que Kiev est le berceau de la civilisation russe, de la Russie historique. Sans doute, l'étau se resserre. Mais je ne pense pas vraiment que ce soit le point le plus important. Le plus important pour la Russie aujourd'hui, c'est d'occuper le sud de l'Ukraine, le sud-est, c'est-à-dire de priver l'Ukraine de la mer d'Azov et de la mer Noire. Maintenant, quant à Kiev, c'est très difficile de prendre une ville de 3 millions d'habitants. Donc, sans doute, Kiev va être encerclé, peut-être affamé, jusqu'au moment où il y a reddition. Mais pour le moment, la Russie gagne la guerre. Cette guerre, c'est pas une histoire d'Ukraine, c'est une guerre pour un monde multipolaire ou bipolaire et non pas monopolaire ou unipolaire. Qu'entendez-vous par multipolaire ou bipolaire, monsieur Tahan? Oui, c'est-à-dire que les États-Unis imposent le dollar, ils ont une hégémonie sur le monde entier. Dans l'autre camp, vous avez la Russie, l'Iran et la Chine. C'est un peu le camp de l'Est. Alors, on a cherché Poutine avec cette histoire d'Ukraine pour essayer un peu de l'avoir. Pour moi, c'est un peu comme l'histoire de Saddam Hussein avec le Koweït. C'est-à-dire, on n'a pas arrêté de le provoquer et dans l'espoir que ce monde monopolaire imposé par les États-Unis soit gagnant, voyez-vous. Mais on voit que Poutine a une réaction militaire et il essaye de défendre cette vision du monde qui n'est pas justement unipolaire. C'est-à-dire, il compte avec la Chine, sans doute, et d'autres alliés, s'opposer aux États-Unis. Mais c'est dommage pour l'Ukraine, quoi, parce que l'Ukraine va être détruite, elle est déjà assez détruite, mais la bataille est dans une vision du monde. Qui c'est qui va gouverner le monde? Est-ce que les États-Unis vont continuer à imposer leur diktat, leur monnaie, qui est la référence mondiale de toutes les monnaies? Voilà, pour moi c'est ça. Alors la chute de Kiev, vous savez, pour moi ça ne veut pas dire grand-chose. Kiev ne peut pas, enfin les Russes ne peuvent pas investir Kiev, c'est très difficile d'investir une ville de 3 millions. Et plus la guerre dure, plus l'Ukraine va être détruite. D'accord. C'est tout. Voilà. Monsieur Sidawi, j'aimerais avoir votre avis sur la question également, très rapidement pour ouvrir cette émission. Que signifierait la chute de Kiev, mais politiquement C'est la domination de l'Ukraine
ou la libération de l'Ukraine, ça dépend des points de vue. Mais moi, je suis contre la comparaison entre l'Irak de Saddam Hussein et la Russie. Pourquoi? Pour une simple raison. La Russie est la première puissance nucléaire dans le monde. La Russie est la première puissance nucléaire dans le monde avec plus que 7000 têtes nucléaires. Donc, elle a son poids. Et puis, elle a fait des alliances avec le traité de Shanghai, qui est un traité pas uniquement économique, mais aussi sécuritaire et militaire, et qui a abouti aujourd'hui ce traité. On voit bien le soutien de la Chine, et un grand soutien de la Chine qui va devenir le premier pays au plan économique en 2030, selon la Banque mondiale et l'FMI, et puis soutenu aussi par l'Inde, et puis par le Pakistan. La surprise vient du Pakistan. Pourquoi? Parce que le Pakistan, comme l'Inde, ont rejoint le traité de Shanghai. Le traité de Shanghai. Donc, on est face à une coalition de traités de Shanghai qui finalement qui se compose d'une population qui représente plus que la moitié de la population mondiale face à l'OTAN. Donc, à mon avis, Poutine, ex-agent du KGB pendant 16 ans, je pense, qui a travaillé en Allemagne aussi et qui maîtrise l'allemand. Et aujourd'hui, il a renforcé la Russie. Il veut reprendre la revanche de l'Union soviétique parce que le KGB a perdu la guerre froide. Aujourd'hui, il a calculé. Moi, je pense que tout est calculé, planifié depuis 2014. Et surtout, il n'a pas que la puissance nucléaire, mais la puissance du gaz. Aujourd'hui, on voit dans l'hystérie des médias occidentaux, avec une hypocrisie totale, on ne traite pas le sujet, mais pourquoi le gaz russe... Oui, on en parlera dans un instant, Monsieur Sidaoui. En Europe, les Européens payent cash et les SWIFT et les réseaux SWIFT sont épargnés quand on parle du pétrole et du gaz russe. Oui. D'accord, on reviendra sur cette question dans un petit instant, mais on va revenir d'abord sur les constats faits sur la progression des forces russes sur le terrain. S'emparer des centrales nucléaires, en l'occurrence, fait partie du plan, celle de Zaporojie ou même de Tchernobyl. Pourquoi s'en prendre aux centrales nucléaires, d'après vous, Monsieur Taon? Alors, pourquoi s'en prendre aux centrales nucléaires? Il y a différentes raisons. Déjà, si vous possédez les centrales nucléaires, vous maîtrisez l'énergie. Donc, vous pouvez priver l'Ukraine d'électricité, d'eau, de tout. Le nerf de la guerre, c'est l'énergie, d'une part. D'autre part, on sait qu'en Ukraine, il y a des experts capables de fabriquer une bombe nucléaire. Maintenant, est-ce qu'on peut, à partir des centrales nucléaires, fabriquer des bombes? Non. Mais on peut fabriquer des bombes sales avec les déchets, voyez-vous. Mais j'aimerais revenir à cette comparaison avec Saddam. C'est vrai que Saddam n'est pas une force comme la Russie, mais dans les procédés américains et de l'Occident, on a provoqué, on n'a pas arrêté de provoquer Poutine. C'est-à-dire, on veut la peau de Poutine. On veut pas que il y ait un monde bipolaire. Et on a choisi la Russie, justement. Alors, la provocation, c'était, est-ce que l'Ukraine va intégrer l'Europe? Est-ce que l'Ukraine va faire partie de l'OTAN? Et puis, on a vu, Poutine est malin, il a compris que depuis 8 ans, on n'arrête pas d'armer l'Ukraine. Donc, il a pris l'initiative, justement. Et puis, il faut pas oublier que les Américains, pour le moment, c'est eux les gagnants au niveau économique. Si Poutine coupe l'approvisionnement en gaz et en pétrole, les Américains vont vendre leur pétrole. Hein? Et c'est toujours comme ça. Les États-Unis ont grandi au détriment de l'Europe lors de la Première Guerre mondiale, lors de la Deuxième Guerre mondiale. En attendant, ils veulent même proposer à la Pologne des F-16 ou des F-15. En contrepartie, la Pologne doit livrer ses avions de fabrication soviétique à l'Ukraine. Donc, vous voyez, l'Europe là-dedans est un peu une victime de cette politique américaine et de l'OTAN, parce qu'elle n'a pas un pouvoir décisionnel. Elle ne fait que suivre les Américains et elle en paye le prix.
Monsieur Et Tarrant, on pour va le, revenir rapidement sur les centrales nucléaires, justement, on en discutait. Moscou qui accuse l'Ukraine de l'utiliser pour la fabrication d'armes nucléaires, ce qu'on appelle des armes sales, hein, vous le disiez à l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez, La question est à moi. Monsieur Tarrant? alors, moi, je crois que, vous savez, si l'Ukraine, selon les renseignements, a bien voulu de 2500 djihadistes d'Idlib islamistes pour défendre Kiev, si l'information est juste, vous savez, on n'est pas loin d'une bombe sale, hein, s'ils veulent là. Mais je crois qu'ils ne pourront pas, pour le moment, hein, utiliser quoi que ce soit. Ils sont encerclés de partout. Moi, je crois que Poutine, militairement parlant, est en train de gagner la guerre. Hein. Il est sur tous les fronts et il ne bombarde pas Kiev parce que c'est le berceau historique de la Russie. Hein. Voilà. Sinon, il y a 20 000 mercenaires ou on les appelle ici des volontaires de la brigade internationale, je veux bien, tout comme on appelait les islamistes des rebelles modérés. Alors, vous voyez, les appellations selon les camps, ça varie. Hein, hein. Voilà, moi je pense que dans ces 20 000, il y a sûrement des mercenaires. Hein. Peut-être pas tous, mais il y a sûrement des mercenaires. D'accord. Et puis aussi, oui. Oui, Monsieur Sidaoui, je vais m'adresser à vous à présent. Après Tchernobyl, puis Zaporozhye, l'armée russe pourrait tenter de s'emparer d'une troisième centrale nucléaire, hein, d'après nos dernières informations. Il s'agirait de Konstantinovka, qui se situe dans le sud de l'Ukraine. On parle même de menaces nucléaires aujourd'hui, Monsieur Sidaoui. Quels pourraient être les impacts si une bombe déclenchait un désastre atomique en Ukraine? Il faut souligner tout d'abord que ces centrales nucléaires sont un héritage de l'Union soviétique. Et quand on dit l'Union soviétique, on dit la Russie. Donc, finalement, ce sont des centrales nucléaires russes. N'oublions pas l'enchevêtrement entre l'Ukraine et la Russie pendant l'Union soviétique. D'ailleurs, un président soviétique, qui est M. Nikita Khrouchtchev, il était d'origine ukrainienne. En plus, le Crimée a été offert comme cadeau de la Russie, dans le cadre de l'Union soviétique, à l'Ukraine. Donc, il y a toujours la présence de l'Union soviétique. Et Poutine, comme je vous ai dit, il était ex-agent de KGB et qui était en guerre forward contre le monde libre, contre l'Occident. Évidemment, selon les déclarations de M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, il a dit que l'Ukraine essaye, en s'appuyant sur l'héritage soviétique nucléaire, sur ses installations, de fabriquer une bombe nucléaire. Donc, ça nous menace directement. L'Ukraine, c'est l'espace vital de la Russie. La Russie ne permet pas aux Ukrainiens d'avoir la bombe nucléaire ou de s'intégrer au sein de l'OTAN. Donc, les demandes de Poutine sont bien claires. L'Occident l'a provoqué, certes, n'ont pas voulu. Non, il a dit d'ailleurs, on a fait plusieurs traités avec les États-Unis d'Amérique pour que l'OTAN ne soit pas à nos portes, mais n'ont jamais respecté nos accords. Donc, tous les pays de l'Europe de l'Est, apparemment, la majorité sont membres de l'OTAN et l'Ukraine veut aussi devenir membre de l'OTAN. Donc, c'est une menace directe à la sécurité nationale russe. Et il y a eu des avertissements. Aujourd'hui, la seule solution pour Poutine, c'est la guerre. Karl von Clausewitz disait toujours que la guerre, c'est la continuation de la politique, mais d'une autre façon, d'une autre manière. Au plan militaire aussi, je pense que les Russes sont en train d'appliquer la même stratégie comme en Syrie. Ça veut dire de couper le pays en zones militaires indépendantes. On a remarqué que dès le premier jour, les Russes sont partout, au nord, au sud, à l'est et même à l'ouest, et qui encerclent Kiev. Et avec cette stratégie, on fait tomber chaque fois une zone militaire, puis on s'occupe d'une autre. Mais aussi, on remarque que la population civile n'était pas vraiment attaquée ouvertement dans cette guerre des images. Et moi, j'ai les chiffres des pertes du côté russe, des pertes du côté ukrainien. Et qu'est-ce que le directeur de la CIA disait? Donc, il y a une contradiction totale. Mais si les Ukrainiens disent on a battu 40 chasseurs et 70 hélicoptères,
Or, on a vu qu'une seule vidéo, qu'on voit un hélicoptère russe qui est descendu. Une autre vidéo pour un chasseur russe, finalement, c'était un jeu de vidéo. C'était un jeu de vidéo, mais récupéré par le ministère de la Défense ukrainienne. Donc, Monsieur il y a une Sidaoui, stratégie est-ce que vous militaire. partagez Moi, je pense Oui. qu'il n'y a pas une aventure russe en Ukraine. Moi, je pense que tout était calculé, planifié depuis 2014. D'accord. Monsieur Tahan, plutôt, est-ce que vous partagez le même avis que Monsieur Sidaoui, les médias occidentaux qui parlent d'un nouveau Fukushima? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Non, si vous voulez, ça, là, les médias occidentaux, là, en ce moment, euh, sont pour l'Ukraine et souvent, il y a de fausses informations, des fake news, Mais pour revenir à la guerre planifiée de Poutine, moi je crois que au départ, Poutine n'a pas voulu asséner un coup très violent à l'Ukraine. C'est-à-dire l'Ukraine quand même, c'est un peuple slave, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont en Russie, il y a beaucoup de Russes qui sont en Ukraine. Historiquement, Kiev a été la capitale de la Russie historique. Il y a l'icône de la Vierge de Vladimir qui est maintenant à Moscou, qui venait d'Ukraine, vous voyez. Et c'est là où peut-être qu'il y a eu un mauvais calcul. C'est-à-dire, l'armée russe n'a pas asséné une première frappe vraiment paralysante. Parce que c'est un peuple frère, c'est un peuple cousin, ami, tout ce que vous voulez. Deux pays qui partagent une histoire. Voilà, et c'est pour cela, après on s'est rendu compte que on a détruit, vous vous souvenez, 11 aéroports militaires dès le premier jour, quelques 70 installations militaires, mais la première frappe russe aurait pu être beaucoup plus violente et plus paralysante. Mais je crois que l'état-major n'a pas voulu cela. Et on est en train un peu de payer cette option. Je dirais pas cette erreur, parce que peut-être aussi on croyait que c'était assez suffisant, qu'il y aurait des gens pro-russes qui... Mais évidemment, l'OTAN, l'Europe, les États-Unis, tout le monde occidental était derrière l'Ukraine pour la soutenir et prolonger cette guerre contre la Russie. C'est que on s'en prend à une possibilité qu'il y ait un autre pôle politique qui s'opposerait à l'Amérique. Et là, j'insiste, c'est une histoire de dollars, hein. C'est-à-dire si la Chine, la Russie et l'accord de Shanghai arrivent à imposer une autre monnaie de référence, c'est la décadence pour les États-Unis. La transition est toute faite. On va assister à un On va parler des USA. Oui, la transition est toute faite, donc on va parler économie. L'enjeu du conflit qui est de plus en plus énergétique, hein, il est d'ailleurs monté d'un cran ces dernières heures avec la menace des sanctions occidentales pesant sur le pétrole et le gaz, et d'ailleurs qui a été annoncée par Biden il y a quelques minutes, une avalanche de sanctions. Donc Joe Biden qui a annoncé un embargo sur le gaz, mais aussi sur le pétrole. On regarde ce sujet signé Mohamed Wali Benchaben et on revient. En réponse à l'opération militaire russe en Ukraine, les pays occidentaux discutent de nouvelles sanctions contre le Kremlin. Un embargo sur le gaz et le pétrole russe est en étude pour frapper l'économie russe de plein fouet. L'administration Biden pousse auprès des Européens pour imposer cet embargo, sous la pression croissante du Congrès qui prépare un projet en ce sens. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai donné l'exemple de la grande différence entre nos capacités et nos possibilités. À la fois parce que nous importons un pourcentage de pétrole de Russie bien inférieur à celui des Européens, mais aussi parce que nous avons une capacité bien plus grande à produire notre propre pétrole. Il s'agit donc d'une situation très différente et nous allons certainement continuer à consulter les Européens, à leur faire part de nos plans et de nos discussions ici en interne. Un embargo sur le gaz et le pétrole russe est en étude pour frapper l'économie russe de plein fouet. L'administration Biden pousse auprès des Européens pour imposer cet embargo, sous la pression croissante du Congrès qui prépare un projet en ce sens. Voire plus.
Cela prendra plusieurs années et ce sera bien plus cher pour les consommateurs européens qui seront les victimes principales d'un tel scénario. La Russie emboîte le pas aux Occidentaux et menace d'augmenter le prix du pétrole à $300 le baril, voire même d'arrêter les exportations de gaz vers l'Europe. Face à l'ampleur de la crise avec la Russie, l'Europe cherche déjà à diversifier son approvisionnement en gaz pour l'hiver prochain. Le refus d'acheter le pétrole russe va aboutir à des conséquences catastrophiques pour le marché mondial. Messieurs, on sait ce que le gaz représente pour le vieux continent. Qu'en est-il du pétrole, Monsieur Sidaoui ? Et le pétrole, bon, pour les Américains, ce n'est pas une grande quantité, mais la décision de Joe Biden ce soir, je viens de la voir en direct. Moi, je dis ce sont des sanctions, une punition contre l'Union européenne, beaucoup plus que contre les Russes. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique sont un grand producteur du pétrole, ils ont le gaz de schiste aujourd'hui, donc ils ne vont pas être touchés comme les États européens, surtout ceux qui ne produisent rien, comme l'Allemagne ou la France, à part évidemment la Grande-Bretagne ou la Suède qui a son gaz. Donc, c'est une punition, sont des sanctions contre les Européens, parce que de toute façon, jusqu'à nos jours, le gaz russe continue à alimenter l'Union européenne pour plus que 40%, certains pays d'ailleurs plus que 80%, l'Allemagne plus que 40%, la France 20%, et aussi le pétrole. Évidemment, les Américains ils ont voulu manœuvrer avec l'Arabie Saoudite et les Émirats. Et c'était la surprise. C'était la surprise parce que pour la première fois, je vois que les Saoudiens ont dit non à Joe Biden. Nous sommes engagés en respectant les accords OPEC+. Plus, c'est quoi? Plus la Russie. C'est des accords entre l'OPEC et la Russie. Donc, on ne va pas produire plus. On ne va pas produire plus. On ne va pas inonder le marché mondial du pétrole. La même chose, les Américains tentent avec le Venezuela. C'est un pays ennemi. C'est un pays qui n'est pas en bonne relation avec les Américains, mais ils ont tenté aujourd'hui leur chance. Si le Venezuela pourrait produire plus. La même chose pour l'Iran. Moi, j'attends dans quelques jours la finalisation d'un accord entre l'Iran et 5+1, parce qu'aujourd'hui, les Américains et les Occidentaux ont beaucoup besoin de pétrole et de gaz iranien. C'est pour cela que j'ai dit Poutine a tout calculé et il a deux armes. L'arme nucléaire, évidemment, cette puissance énorme, et surtout l'arme de gaz. Jusqu'à nos jours, on voit une hystérie médiatique en Occident, mais on ne veut pas traiter le chapitre douloureux. Pourquoi on continue à alimenter et à financer la guerre de la Russie en Ukraine en achetant le gaz russe et le pétrole russe, et en plus on épargne le système SWIFT quand il s'agit du gaz et du pétrole. C'est de l'hypocrisie totale, ni plus ni moins. Et la Russie qui a évoqué la fermeture, l'interruption des approvisionnements en gaz via le Nord Stream 1 qui jusque-là n'avait jamais été évoqué. Quel est votre commentaire par rapport à ça, Monsieur Tarrant? Alors, c'est très important et on verra qu'au niveau européen, tous les pays européens ne sont pas prêts à suivre les Américains. En tout cas, l'Allemagne, il a fait savoir d'une manière franche, explicite, qu'il n'en est pas question. Donc, c'est déjà... La France est hésitante et il dit que quand même, on a une réserve pour Renan, tout cela. Donc ça, c'est le premier point, si vous voulez, pour l'Europe. Mais maintenant, pour ce qui est de la Russie, comme le prix du pétrole et du gaz augmente, la Russie va être tentée de vendre son gaz et son pétrole à la Chine, et avec un prix un peu plus bas que le prix actuel qui est exorbitant. Donc, est-ce que la Russie va perdre dans cette affaire? Ce n'est pas si sûr que cela, parce que elle vend en monnaie locale avec la Chine des produits, et il n'y a aucune raison qu'elle ne fournisse pas la Chine avec le gaz. Mais on oublie une donnée essentielle dans cette histoire.
c'est que, évidemment, il y a le Qatar. Le Qatar peut fournir du gaz à l'Europe et c'est la même poche avec l'Iran. Mais il ne suffirait jamais. Mais il y a une chose très importante, c'est que là, on parle sur une durée d'1 an ou 2. Mais vous savez, toute la côte proche-orientale qui va, la côte syrienne, qui va de la Syrie au Liban, à Palestine, Israël, à l'Égypte, surtout en face d'Alexandrie, tout cela en offshore, c'est plein de gaz, hein, et ça va être exploité. C'est-à-dire, on occulte cette possibilité parce qu'elle n'est pas immédiate. Ce gaz n'est pas encore exploité pour faire concurrence au gaz russe. Donc on peut se passer du gaz russe. Ça va être le cas. Pardon. Donc on pourrait se passer du gaz russe. Si toute la côte que j'ai évoquée est exploitée, hein, forcément, on parle de milliards de mètres cubes de gaz dans cette côte proche-orientale. Alors, évidemment, il y a déjà des problèmes entre le Liban et Israël pour exploiter le gaz, des problèmes aussi avec la Syrie. Il n'y a en ce moment que l'Égypte et Israël qui, au niveau des travaux, avancent beaucoup. Alors, je ne saurais pas vous dire en quelle année ce gaz va être commercialisé, mais en fait, c'est une réserve dont on devrait en tenir compte. Monsieur Sidawi, donc on vient d'évoquer des alternatives au gaz russe. À votre avis, est-ce que ces alternatives pourraient être mises en place à court terme, à moyen terme, à long terme? Et je vous repose la question, peut-on réellement se passer du gaz russe? Non, pour les Européens, pour le moment, ils ne peuvent pas. Il faut des années et des années. Et je répète toujours, je souligne que tout était planifié. D'ailleurs, Vladimir Poutine a été en Chine juste quelques semaines avant le déclenchement de la guerre. Et en Chine, évidemment, il y a eu des accords. Des accords, c'est pour cela aujourd'hui les Chinois défendent la position russe, défendent bien la position russe. Même la surprise est venue du Pakistan. Imran Khan, le chef du gouvernement pakistanais, a carrément insulté les Occidentaux, les Européens. Il a dit, nous ne sommes pas vos esclaves, on ne reçoit pas des ordres. La Russie nous a aidés. D'ailleurs, on est membre dans le traité de Shanghai. Ce qui va se passer, c'est que la Russie va s'orienter vers l'Est, l'Eurasie. Il y a une partie en Russie, en Europe, évidemment, mais la grande partie, c'est en Asie. Donc, et en Asie, il y a une continuité territoriale avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Afghanistan, etc. Donc, Poutine est dans une position de force puisqu'il a tout calculé. Et ce sont les Occidentaux, surtout les Européens, qui ont besoin du gaz et du pétrole russe, et ce n'est pas l'inverse. Parce que l'inverse, la solution, elle est là. C'est vendre aux Chinois, et non pas au dollar, mais avec la monnaie chinoise, ce qui va arranger bien les Chinois. C'est pour cette raison, je dis, et rien n'est arbitraire dans cette guerre qui a été bien planifiée depuis longtemps. C'est pour cela qu'ils gagnent des points. Évidemment, toute cette guerre a dévoilé beaucoup de mensonges. Par exemple, la liberté d'expression. On voit bien la France qui a critiqué sévèrement l'Algérie parce qu'elle a fermé le bureau de correspondance de France 24 à Alger. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait la France? Elle ferme une chaîne de télévision que je connais bien, je fréquente bien, RT France. Elle met 200 journalistes français au chômage. Et voilà, vous n'avez plus le droit de vous exprimer. Même à YouTube, je peux voir la chaîne Arte Russia ou Arte en arabe sur le YouTube, ici en Europe. D'ailleurs, même sur la haute bord de l'Astra, même la chaîne en langue anglaise, espagnole, allemande, tout est disparu du haute bord de l'Astra. Donc, ce qui se passe, c'est une guerre médiatique qui a dévoilé aussi qu'on n'accepte pas, on ne supporte pas la multiplicité des opinions. Non, on veut une seule voix toujours, c'est la nôtre. Les guerres dévoilent les mensonges de liberté d'expression et les mensonges
de la démocratie, même occidentale. On est face à l'oligarchie qui a ordonné tous ces médias de répéter le même discours, ni plus ni moins. Et s'il y a d'autres discours, il faut les éliminer physiquement, comme le cas de RT France ou Sputnik France. Merci Monsieur Sidaoui. Monsieur Tahan, je me tourne vers vous pour revenir justement sur l'annonce de Joe Biden, l'annonce de l'embargo. À votre avis, très rapidement, quel impact cette annonce aura sur le marché ? Évidemment, j'ai un peu répondu avant, mais j'aimerais revenir sur la liberté d'expression. Oui. Parce que j'en ai été la victime. On va en parler dans un instant. Avant de, justement, on aimerait clôturer le chapitre énergétique pour passer au chapitre traitement de l'information et chapitre médiatique. Donc, alors, au voilà. Énergétique, je crois qu'on a presque tout dit. Le seul danger dans cette affaire, au niveau énergétique et économique, c'est l'intérieur russe. C'est-à-dire, Poutine est en train de gagner la guerre. Et économiquement, ils peuvent pas vraiment l'affaiblir, vu qu'il s'est tourné vers le monde asiatique. Oui, ça fait référence à l'annonce de Biden, maintenant, justement, sur l'embargo. Oui, mais maintenant, le problème, est-ce que le peuple russe va accepter? Il y aura sûrement des sacrifices, il y aura des changements. C'est-à-dire, le véritable ennemi de Poutine, si ennemi il y a, si danger il y a, c'est que si les Occidentaux arrivent à faire bouger une contestation, et ils y travaillent. Il y a déjà des journalistes qui se sont réfugiés ailleurs, qui ont fui la Russie. Poutine n'est déboulonnable, si je puis dire, que de l'intérieur, et pas par une guerre extérieure, parce que c'est une force nucléaire, donc c'est au niveau de l'intérieur. Si le peuple russe bouge et ne veut plus de Poutine, il y aura des problèmes. Mais je ne le pense pas. Mais c'est fort possible. Il ne faut pas omettre cette possibilité. Voyez-vous ? Maintenant, au niveau économique, je crois que tout a été dit. L'Europe va souffrir. Poutine a trouvé déjà une solution avec la Chine, l'Iran, le monde, l'Inde, le Pakistan, comme ça a déjà été dit. Et bon, on passe au volet médiatique à présent. J'aimerais revenir avec vous, messieurs, sur ces voix qui s'élèvent pour justement dénoncer l'hypocrisie des médias qu'on soulignait il y a un instant et de la politique occidentale justement, comme par exemple le député irlandais Richard Boyd Barrett qui a dénoncé au Parlement la politique du deux poids, deux mesures du gouvernement irlandais en ce qui concerne le conflit en Ukraine et l'occupation sioniste de la Palestine. Il dénonce, je cite, « Il aura fallu 5 jours pour sanctionner Poutine et ses hommes de main, mais imposer des sanctions pour 70 années d'oppression des Palestiniens ne serait pas utile, entre guillemets. » Fin de citation. J'aimerais avoir votre réaction déjà sur l'intervention de ce député irlandais, Monsieur Sidaoui. Je l'ai vu, je l'ai bien vu. C'est une voix courageuse, mais malheureusement, elles sont rares, ces voix courageuses. Comme Jean-Pierre Chevènement en France, ou de Villepin aussi, ou Roland Dumas par exemple. Moi, quand j'ai une expérience personnelle amère avec les médias français. J'étais très médiatisé et tous ils m'ont contacté chaque jour presque. La presse écrite, les grands journaux, les grands magazines, je les cite pas, les grandes chaînes de télévision françaises. Et quand ils ont vu ma position en Syrie qui a échangé, puisque j'ai entendu M. Roland Dumas, ex-ministre des Affaires étrangères française, qui disait que j'étais 2 ans avant la crise syrienne en Syrie. J'ai rencontré mes homologues anglais et ils m'ont dit qu'on prépare un plan afin de déstabiliser, éliminer le régime syrien. Et on entraîne des commandos arabes et étrangers. Quand le journaliste français l'a dit, mais pour quelle raison? Il a dit parce qu'il ne veut pas signer un accord de paix avec Israël, il soutient la résistance palestinienne et la résistance libanaise, donc il faut l'éliminer. Là, j'ai changé ma position, je suis honnête, intègre, et d'un coup, je sais pas, un fonctionnaire français qui a appuyé sur un bouton et je suis censuré par tous les médias français comme si je n'existais pas. Alors, j'ai les archives dans mon blog, on peut voir les dates et les télévisions et les journaux, les magazines français qui me contactaient parfois quotidiennement, pour montrer que finalement, parler de la liberté
de presse où la politique de deux poids, deux mesures, elle est courante. On ne parle pas du Yémen, on ne parle pas des Palestiniens, mais dès qu'il s'agit des Ukrainiens parce qu'ils veulent intégrer l'OTAN ou ils veulent intégrer l'Union européenne, là, le monde change. Moi, je pense aussi, les Occidentaux, ce n'est pas par amour à l'Ukraine que par une haine et contre la Russie. C'est plus, je pense, les Ukrainiens sont victimes aussi d'une certaine machination. Ils ont encouragé Zelensky. Aujourd'hui, ils crient au secours. Ils veulent une zone d'exclusion aérienne. La Russie, ce n'est pas la Libye ou ce n'est pas l'Irak. Donc, les Américains disent on ne peut pas entrer en guerre contre la Russie. La même chose pour les membres de l'OTAN. Donc, il s'est resté seul. Et pensez parfois, je suis ces déclarations, on est trahi par les Occidentaux. Évidemment, parce que mais les Occidentaux sont rationnels, ils ne vont pas entrer dans une guerre nucléaire au mondial juste parce qu'ils aiment l'Ukraine ou parce qu'ils aiment Kiev, ni plus ni moins. Merci Monsieur Sidaoui. On va rester justement sur la manière dont l'information est traitée dans les médias occidentaux. On va revenir sur une prise de parole qui est sortie du lot dans une émission télé. L'ancien homme politique français Dominique de Villepin parle d'examen de conscience à faire par l'Occident justement par rapport aux pays de l'Afrique. Des prises de parole qui restent timides, vous venez de le souligner, Monsieur Sidaoui, face à l'ouragan médiatique du deux poids, deux mesures. Monsieur Tahan, je m'adresse à vous pour cette dernière question avant de clôturer cette émission. Quelle est votre lecture sur le traitement de l'information durant ce conflit ukrainien ? Je peux dire autant que ce qu'a dit mon collègue Sidaoui. J'étais exclu en 2013 parce que j'avais commenté sur BFM le discours du président Bachar el-Assad. Et après cela, ça y est, c'était une exclusion. Alors je ne pouvais m'exprimer, je ne vous cache pas, que sur RT, quand ça a commencé, sur Sputnik et à la télé iranienne, radio, et dans les médias algériens et dans certains médias arabes, voilà, ou étrangers. Mais en France, c'est l'embargo, voilà. Et le jour même où je devais intervenir sur cette guerre à Sputnik, c'est YouTube Sputnik, c'est Infobuzz, mais ça dépend de Sputnik. Il y a eu l'interdiction et j'ai pas pu intervenir. Voyez-vous, c'est pareil. Moi, j'intervenais juste sur RT et Sputnik, soit dans des entretiens. Donc, il n'y a pas de liberté d'expression. C'est un mythe, c'est un mirage. Dans le pays de Voltaire, de Charlie, on est bien loin de la liberté d'expression. Des médias qui censurent l'information comme ils vous ont censuré, donc. Oui, ou par exemple, vous voyez, on m'invite, c'est les experts vraiment qui voient mon nom, que j'ai je ne sais combien de vidéos là-dessus, ils m'invitent. Puis arrive sans doute le directeur de la chaîne, une demi-heure à l'avance, on me dit « Ah, excusez-nous, Monsieur Tahan, on a changé de programme. » Mais on parlera pas de ça. Bon, je dis d'accord. Mais en fait, ils n'ont pas changé de programme parce que j'allume pour voir, c'est toujours le même sujet. Mais on invite des gens. La controverse aujourd'hui à la télé, dans les chaînes occidentales, est absente. Regardez sur ce conflit. Qui sont les gens qui représentent un autre son de cloche que ce qu'on a. Sans parler de ce racisme décomplexé, n'est-ce pas? Merci Monsieur Bassam Tahan et merci Monsieur Riyad Sidaoui. Cette émission touche à sa fin. Le temps nous est compté. Tout de suite le journal télévisé à 19h en langue française. Merci messieurs de m'avoir accompagné. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Retrouvez Leila Gartal demain à 18h. Excellente soirée à tous.